Bonjour à tous. Je remercie infiniment les organisateurs de m'avoir invité. Je ne suis pas du tout un médecin de l'adolescent. Je suis gynécologue obstétricienne. Je ne suis même pas gynécologue. Ce qui veut dire que je suis entrée par hasard dans les maisons des ados. J'ai eu le plaisir de travailler à la Maison de Solène avec Marie-Rose Moreau parce que je m'occupais d'un planning familial et donc d'avortement. Et donc c'est par l'avortement que je me suis mis à m'occuper d'adolescentes. Et je vais partager avec vous quelques éléments qui me semblent importants dans la prise en charge. Qu'elle décide, c'est par la grossesse que je me suis mise à m'occuper d'adolescentes, qu'elle décide de la poursuivre, cette grossesse, ou de l'interrompre. La maternité à l'adolescence, la grossesse à l'adolescence, en France, c'est très peu fréquent. On en parle beaucoup, mais c'est très peu fréquent. Et c'est d'ailleurs un élément, comment dirais-je, assez fascinant. Et il y a qu'un phénomène aussi peu fréquent, soit quand on en parle, aussi mobilisateur et présenté avec des discours souvent extrêmement alarmistes. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. Déjà, pour être enceinte, il faut avoir des rapports sexuels. Alors, vous le savez, l'âge moyen au premier rapport sexuel, c'est 17 ans et demi. Ça veut dire qu'à 17 ans et demi, une fille sur deux avec des rapports sexuels. À 16 ans, c'est 1 sur 3. À 15 ans, c'est moins de 20%. Et en dessous de cet âge-là, c'est relativement rare. Et de mon point de vue de gynécologue, obstétricienne, mais gynécologue aussi des fois, quand des jeunes filles très jeunes ont des rapports sexuels, la question qui se pose, c'est bien sûr, c'est est-ce que c'est consenti? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Si c'est consenti pour qu'elle ait eu besoin d'évoluer aussi rapidement vers la sexualité, et est-ce qu'elle n'a pas subi antérieurement de la violence? Bon, bien sûr, il faut avoir eu des rapports sexuels, mais pas que. Grosso modo, plus de 85% des adolescents utilisent une contraception. Simplement, ce n'est pas toujours facile de contracepter et ce n'est pas toujours facile d'utiliser avec efficacité la contraception. Un certain nombre de facteurs vont être susceptibles de provoquer une grossesse, de faire apparaître une grossesse. Particulièrement, j'appuierai sur le manque d'estime de soi, l'interdiction d'avoir une vie sexuelle. Dans tous les milieux où la vie sexuelle est interdite, c'est plus compliqué de se protéger d'une grossesse. Et puis aussi, il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui volontairement ont des grossesses à des jeunes âges. Même si maintenant, ce n'est pas socialement le modèle, puisque le modèle social, c'est la première grossesse à 30 ans, avec des longues études, ou en tout cas avec des études. Dans un certain nombre de cas, les grossesses sont volontaires. Et ça, c'est quelque chose auquel nous devons penser quand on est confronté à une fille qui arrive avec une grossesse. Bon, non mais, je crois que c'est le passage Office, Open Office, le monde libre. Mon PowerPoint n'a pas supporté le monde libre. C'était une diapo qui, en fait, les nombres de maternité, de grossesse, de naissance vivante avant 19 ans ont très brutalement chuté entre 80 et 97. Et on peut, dans la même période, on est passé de... Je vais reprendre on est vraiment chuté énormément et c'est l'apparition des politiques publiques. 67, la loi de Witt, 71, les décrets d'application de la loi de Witt sur la contraception, 75, la loi Veil et l'autorisation de l'avortement. Pour les mineurs, à l'époque on était mineurs jusqu'à 21 ans, avec une autorisation parentale, mais après, la majorité, c'est 18 ans, toujours pareil, en 75. 1992, l'émission des centres de planification qui peuvent permettre de délivrer la contraception gratuitement
aux mineurs sans autorisation parentale. 2001, tout médecin peut délivrer la contraception sans autorisation parentale. 2001, l'IVG sans autorisation parentale. Et l'ensemble de ces mesures, qui sont des mesures de politique publique, ont très nettement permis une nette diminution de la fécondité, c'est-à-dire des grossesses, qu'elles soient poursuivies ou interrompues. Et globalement, on a aussi, je pense que ça va être pareil pour la diapo suivante, c'est ça, une augmentation du nombre d'interruptions, du taux d'interruption volontaire de grossesse entre 80 et 2010, et à partir de 2013, une baisse du nombre d'interruptions volontaires de grossesse, du taux d'interruption volontaire de grossesse pour les filles très jeunes, pour les adolescents. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation, on a un meilleur contrôle de la fécondité à l'adolescence. Pareil. C'était pour vous montrer, vous voyez que le drapeau français est vers la droite, c'est-à-dire que nous nous situons parmi les pays de l'OCDE qui ont le plus bas taux de grossesse à l'adolescence. C'est pour replacer dans le contexte, même si en individuel c'est une préoccupation, ce n'est pas un problème de santé publique, la grossesse à l'adolescence. Alors, le diagnostic d'une grossesse, c'est un truc facile. Il suffit de demander à une jeune fille de faire pipi dans un bocal et d'utiliser un test qui est lu en moins de 2 minutes. Donc c'est quelque chose de facile, et c'est d'autant plus facile qu'on est un gynéco ou qu'une jeune fille vient nous voir parce qu'elle a un de règles. Simplement, c'est souvent retardé. Et l'expérience montre qu'il y a au moins 15 jours de décalage entre le terme d'interruption de grossesse pour les adolescentes quand elles demandent une IVG et pour les femmes plus âgées. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours de décalage dans le diagnostic de la grossesse parce que c'est non, c'est pas ça, elle va venir. Et puis, pas seulement ça, il y a aussi un retard de diagnostic de la part des soignants. Et un retard de diagnostic d'autant plus que les jeunes filles sont jeunes. Plus elles sont jeunes, et plus je dirais qu'il y a un déni de grossesse de la part des soignants. Ça, c'est juste pour vous faire sourire. En 2006, avec mes collègues des urgences de Saint-Vincent-de-Paul, on a été amenés à prendre en charge une jeune fille qui était très jeune, moins de 14 ans, enceinte. Et avant que le diagnostic soit fait à 16 semaines d'améliorée, elle avait consulté 3 fois aux urgences parce qu'elle avait des malaises. Et oui, elle avait des malaises, vraiment ça tombe dans les pommes, dans les films, mais dans la réalité aussi. Et même quand on a moins de 14 ans, et en fait, elle était enceinte et personne n'avait pensé. Donc quand on lui a demandé pourquoi, est-ce que tu croyais, est-ce que tu savais que tu pouvais être enceinte, je lui ai posé la question, elle m'a dit oui. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que personne ne m'a posé la question. C'était une bonne raison. Et peu de temps après, ma collègue des urgences, qui n'était pas très fière de la prise en charge de la demoiselle aux urgences, m'a amené cet article qui sortait de pédiatrie pratique. Et je crois qu'on a à peu près tout évoqué, même des choses que moi je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est qu'une camélopathie rythmique. Mais en tout cas, personne n'avait pensé à la grossesse. Donc, faut y penser tout le temps. Et depuis, il y a les tests de grossesse dans les urgences pédiatriques. Je crois que c'est une bonne chose. Alors là, c'est toujours le mot de livre. Hein. Donc, hein? Je veux rien faire. C'est pas mieux. Une fois qu'on a fait le diagnostic de grossesse avec la jeune fille, qui parfois le sait très bien, d'ailleurs, elle arrive en disant je suis enceinte, mais c'est quand on le fait avec elle. Je vais dire la même chose que ma collègue. Il faut respecter la confidentialité, recevoir la jeune fille seule, respecter la confidentialité vis-à-vis des parents, mais aussi vis-à-vis des copines, parce que très souvent elles sont en bande, et du copain. Le premier temps, c'est « et toi ?» Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et il faut se ménager un temps de consultation en tête-à-tête. Les écouter sans les faire parler, de façon à ce que le temps de réflexion sur ce qu'on va faire avec cette grossesse
soit entièrement dans son camp et pas dans le nôtre. Il faut parfois proposer un autre intervenant, mais parfois pas la bonne personne, et puis savoir rester neutre, quoi qu'on en pense, parce qu'on ne sait pas, au moment où la grossesse est annoncée, si c'est une grossesse volontaire, une grossesse inopinée qui va être bien accueillie, ou une grossesse qui va être interrompue. Et si on projette, si d'emblée, par exemple, Anne est enceinte, voilà un rendez-vous de la ligne pour l'interruption de grossesse, on a complètement occupé le temps de la réflexion et on va l'empêcher de s'approprier la suite de ce qui va se passer. Le monde libre va arrêter. Trois options vont s'ouvrir pour cette jeune fille. Soit elle va décider d'interrompre la grossesse, soit elle va décider d'élever l'enfant, soit elle va décider de poursuivre la grossesse et de confier l'enfant à l'adoption. Alors, c'est un euphémisme, confier l'enfant à l'adoption, c'est comme les malvoyants et les malentendants. Moi, j'ai tendance à dire abandonner, parce que de son point de vue à elle, sauf à ce qu'on est en cours du suivi de grossesse réussi à faire un sacré travail d'élaboration avec elle, ça ne va pas être confier l'enfant à l'adoption. Elle, dans sa vie, elle aura toujours abandonné un enfant. Ce qu'elle va décider pour cette grossesse, c'est ce qu'elle va décider pour elle-même. En décidant de poursuivre ou d'interrompre, la question qui se pose, c'est pas la grossesse finalement, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que je veux pour moi. Et c'est ça la question que nous, en tant que soignants, on a simplement à lui poser. Comment vois-tu ton avenir? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Comment tu t'imagines dans 5 ans, à 25 ans? Qu'est-ce que tu avais comme projet? Et comment cette grossesse peut s'inscrire ou ne pas s'inscrire dans tes projets? Qu'est-ce qui va déterminer principalement les éléments marquants? L'investissement scolaire. Quand on est déscolarisé, quand on n'a pas d'investissement professionnel, on va plus facilement poursuivre la grossesse que quand on est en terminale S à Paris en Henri IV. Je ne sais pas quel est le lycée à Strasbourg équivalent, mais bon, très clairement, plus on a de projets scolaires pour soi-même, plus facilement on va s'orienter, plus fréquemment on va s'orienter vers une interruption de grossesse. Les conditions socio-économiques aussi. Quand on a comme projet une carrière pas intéressante, on va plus facilement décider de poursuivre la grossesse. Le partenaire, car un certain nombre de grossesses sont désirées, ou même si elles ne sont pas désirées, quand elles sont dans une histoire d'amour où elles imaginaient ultérieurement pouvoir avoir des enfants, et bien la grossesse va être plus souvent poursuivie. La reconnaissance de la sexualité, quand on cache sa sexualité complètement, eh bien, très clairement, même si on n'est pas une adolescente, on va interrompre, même si on a 25 ans. Et là, la question n'est pas la question de l'âge et de l'adolescence. Le thermodiagnostic, parce que si le diagnostic est fait au-delà des 14 semaines d'améliorée pour l'interruption de grossesse en France ou des 22 semaines pour la Hollande, eh ben, il va falloir poursuivre cette grossesse et l'accès aux soins. Ce sont des éléments importants qui vont guider le choix. Mais l'élément le plus important, c'est quelle vie je veux pour moi-même. Si la jeune fille décide d'interrompre cette grossesse, et on l'accompagne sur le chemin de sa propre décision, on doit la recevoir seule. Une demande d'interruption volontaire de grossesse doit être exprimée en l'absence d'un tiers. Ça, c'est vrai qu'on soit majeur ou mineur, qu'on soit jeune ou pas. Il faut faire très attention aux accompagnants. Alors, depuis que la loi permet l'interruption de grossesse sans le consentement parental, la grande majorité des jeunes filles viennent accompagnées par d'autres personnes que leurs parents, même si elles considèrent qu'elles ont des bons rapports avec leur père. Ça peut être le petit copain qui a 18 ans et 3 jours, ça peut être une tante, une soeur, une amie. Le rôle de la loi impose d'encourager les jeunes filles à en parler à leurs parents, cependant de respecter complètement leur choix. Si elles demandent le secret, elles auront le secret. Et les équipes qui s'occupent d'interruption volontaire de grossesse s'attachent à aider les jeunes filles à choisir
l'adulte référent le plus bénéfique pour elles, quoi. Mais quand elles sont accompagnées de leurs parents, très souvent, il y a des injonctions à avorter. Et une jeune fille qui va s'orienter vers une interruption de grossesse sans avoir le temps d'élaborer c'est ce qu'il y a de mieux pour elle, le risque qu'on prend, c'est de l'avoir répété, la grossesse, voire répéter l'interruption volontaire de grossesse. Il faut savoir faire, quand on s'occupe d'interruption volontaire de grossesse, il faut savoir faire 14 semaines, ce qu'on aurait pu faire à 7, le temps que la jeune fille s'approprie complètement le choix. L'entretien social est obligatoire. Elle doit choisir sa méthode d'interruption volontaire de grossesse exactement comme les autres femmes et l'adresser au service compétent, de l'importance d'avoir un carnet d'adresse efficace. Mais pour que l'interruption volontaire de grossesse dans le parcours d'une jeune fille soit un élément de construction d'elle-même, il est particulièrement important que les soignants ne portent pas sur cette interruption de grossesse, sur cette grossesse qui est arrivée dans sa vie, et sur cette interruption de grossesse, un regard négatif. Voici des exemples de mots qui sont toujours accolés, ou très souvent accolés avec quand on parle d'interruption volontaire de grossesse. L'IVG, c'est un échec de contraception. Jusqu'à preuve du contraire, l'échec de contraception, c'est pas l'IVG, c'est la grossesse. Sauf qu'on n'accole jamais le mot échec et le mot grossesse. Comme si toute grossesse était forcément une bonne chose. On utilise très souvent le mot subir une IVG. Dans les staffs, dans les services obstétriques, on dit la patiente a bénéficié, dans les résidents, elle a subi une IVG, mais elle a bénéficié du péridurale pour l'accouchement. Non, elle n'a pas subi une IVG, parce que si elle l'avait subi, elle ne l'aurait pas choisi. Par définition, on subit ce qu'on subit, on n'a pas choisi. Prévenir les IVG. On prévient une catastrophe, on prévient une maladie, on ne prévient pas une IVG. L'IVG, c'est un soin, c'est une décision de la part de la patiente. L'IVG est forcément un traumatisme. Non, l'IVG n'est pas un traumatisme. L'IVG, c'est une solution à un problème. Je vous ai mis, voilà, la référence d'une méta-analyse de 2011 qui reprend les études et qui montre que globalement, les femmes vont mieux avec les échelles de dépression et tout ça après l'IVG qu'avant l'IVG. Sauf à ce qu'elles aient été mal avant, auquel cas elles n'auront pas bien de toute façon. Et ça, c'est des choses très importantes. Si, dans nos yeux, elle voit que d'abord, elle a failli parce qu'elle a eu des rapports sexuels, qu'ensuite elle a failli parce qu'elle a failli à l'obligation, à l'injonction de ne pas tomber enceinte et d'utiliser la contraception avec 100% d'efficacité, et qu'enfin, elle va forcément se tramaler un traumatisme toute sa vie, vous imaginez bien que l'IVG, l'interruption de grossesse qu'elle est en train de décider, va difficilement contribuer à la construction de sa... une construction favorable. Tandis que si dans nos yeux, elle voit simplement qu'elle est en train de faire un choix pour elle-même particulièrement important et que nous, on est là pour l'accompagner et la soutenir dans ce choix qu'elle fait elle-même pour elle-même, et là, l'IVG peut être un élément favorable pour sa construction. Il est globalement admis qu'être mère très jeune n'est pas très favorable à l'avenir. Alors, la chose la plus importante quand même, c'est que tout dépend du contexte. Hein. Les jeunes femmes qui sont dans des cultures où il est normal d'être mère très jeune, les jeunes femmes roms, les jeunes femmes africaines de primo-arrivantes, il n'y a pas d'aspect négatif, il n'y aura pas d'aspect négatif sur leur avenir parce que c'est socialement inscrit comme ça. Mais globalement quand même, les jeunes femmes qui ont des enfants avant 20 ans, elles vont plus souvent interrompre leur scolarité. 67% d'entre elles n'auront pas le bac, contre 34% dans la population générale, contre 34% des jeunes femmes qui auront un enfant après 20 ans. Dans 70% des cas, elles vont se retrouver seules à élever l'enfant. Statistiquement, elles auront plus de vulnérabilité économique après, et il y a aussi statistiquement plus d'expériences négatives pour l'enfant à naître. Tout ça fait qu'on ne peut pas se dire que avoir un enfant très jeune soit bénéfique pour l'avenir des femmes. Cependant, c'est pas non plus quand elles décident d'élever un enfant,
il va être de notre responsabilité d'essayer de construire un cadre qui leur permette, dans la mesure du possible, d'échapper à cet avenir. Si elle décide de garder la grossesse, la sécurité obstétrico-pédiatrique, il y a deux niveaux. Il y a la sécurité obstétrico-pédiatrique et puis il y a la sécurité pour l'avenir de la jeune fille. Alors, obstétrico-pédiatrique, ça va dépendre de la reconnaissance de la grossesse, du fait qu'elle ait pu en parler dans sa famille, si elle vit encore dans sa famille, et qu'elle dise que ça, après quelques tumultes, ça a été accepté. Et de même, ce que disait Isabelle Abadi, il y a 2 temps dans la consultation de la grossesse. Il y a le temps avec la jeune fille et puis avec l'accompagnant. Et quand c'est la maman ou la famille, il est important de restituer une partie, pas tout, mais on dit voilà, cette chose-là, est-ce que je peux la restituer pour accompagner l'acceptation de la grossesse. Le réseau de soutien et la coopération entre les professionnels. Parce que, en fait, il s'agit de mener de front le projet pour elle et le projet pour l'enfant à naître. Et c'est là qu'intervient vraiment un suivi pluridisciplinaire avec le collège, l'infirmière scolaire qui est vraiment un élément pivot dans ces grossesses, qu'elles soient poursuivies ou interrompues, l'assistante sociale, les psychologues, une sage-femme référente. Enfin, c'est vraiment un travail de collaboration pour que ça se passe bien. Et si on arrive à construire autour de la jeune fille un réseau de soutien comme ça, il n'y aura pas d'accident obstétrical ou pédiatrique. Alors que si elle est en rupture par rapport à sa famille, et si elle est précarisée, le statut de précarité impacte avec plus de prématurité, plus de petits points de naissance, et ainsi de suite. Donc le suivi va être pluridisciplinaire. On va essayer de planifier les rendez-vous de façon à ce que ça ne fasse pas trop irruption dans son suivi, dans sa poursuite scolaire. C'est vraiment la poursuite de la grossesse, la poursuite des études en fonction de ce qu'elle aura prévu pour elle, préparer l'accouchement, et là c'est un travail de collaboration avec une sage-femme en général dédiée, parce que c'est difficile de proposer des séances de préparation à l'accouchement avec les primipares de 35 ans ou 40 ans, ils ne sont pas tout à fait dans le même projet. Et planifier la vie de l'enfant, si elle décide de l'élever, dans son territoire, avec la PMI, pour la crèche, les relais familiaux, de façon à ce qu'elle puisse continuer son parcours scolaire. Et puis, si elle décide de ne pas élever l'enfant, travailler avec elle le fait que ce n'est pas parce qu'on a porté un enfant, et ce n'est pas parce qu'on a été enceinte, et ce n'est pas parce qu'on a accouché qu'on devient mère, et dissocier avec elle, faire le travail de séparation entre être mère ou bien porter un enfant, de façon à ce que l'abandon puisse se transformer pour elle aussi en confier l'enfant à l'adoption. Et que pour que l'enfant, ce ne soit pas un abandon, mais que ce soit aussi être confié à l'adoption. Je vous remercie.